Aujourd'hui, dans Sensorship, je reçois Zora. Franco-algérienne ingénieure de formation, elle est devenue une figure incontournable de la scène sexpo parisienne et a fondé le collectif Love Experience. Avec passion et audace, elle crée des espaces où l'on parle de consentement, de relations et de connexions authentiques. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours, ses valeurs et sa vision d'une réussite alignée avec le cœur. Bonjour Zora, bienvenue. Bonjour Stéphanie. Merci d'être venue. Je suis Mm. ravie qu'on passe ce moment ensemble ce matin. Euh, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter toi-même, selon tes propres mots? Ok. Moi, c'est Zora. Aujourd'hui, j'organise des événements sex positifs à Paris et en France. C'est ce qui prend le plus large de mon temps. Je me sens bien actuellement dans ma vie et dans mes choix de vie. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est très bien, c'est super. Euh, j'ai envie de partir un petit peu loin en Mm. arrière pour commencer notre conversation aujourd'hui, de parler de tes racines. Tu es née, tu as Ouais. grandi en Algérie. Est-ce que Mm. tu peux nous parler un peu de comment c'était la vie là-bas? Ok. Oui, moi donc j'ai vécu, je suis née à Alger. Euh, Ça fait maintenant quelques années que je suis partie. Hum, C'était quoi la question? C'était qu'est-ce qui te reste en fait comme Ouais. souvenir, des Hum. couleurs, des sons, c'était J'ai comment? toujours la mer Méditerranée. Je sais qu'aujourd'hui, quand je vais à la mer Méditerranée, je me sens bien. Ça sent les vacances, le ressourcement. Je dirais que le cœur, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est plus accessible en termes de chaleur humaine. Ça me reste. Je dirais des gens gentils, il y en a pas mal. Et le chaos. Le chaos. Oui, parce qu'en fait, c'est le chaos, mais tout est possible dans le chaos. Donc il y a le meilleur et le pire réunis ensemble. C'est cette image-là. Du coup, tout est possible, mais rien n'est accessible. Et en même temps, tout est possible. Enfin, voilà, c'est un peu les absurdes ensemble. D'accord. Et tu as quitté l'Algérie, tu es arrivée en France vers 20 ans, Oui, c'est ça? Oui, C'était comment cette transition? Euh, Bah, au moment où je suis arrivée en France, à ce moment-là de ma vie en Algérie, j'étais bien. Je commençais, enfin, j'étais en prépa, j'avais des amis, je commençais déjà à sortir, à explorer le monde, à être libre. Et le fait de venir en France, c'était plutôt. J'avais pas envie. Je suis venue rejoindre la famille. Et donc, en arrivant ici, c'était OK, on va recommencer tout dès le début, voyons ce qui est possible. OK, c'était un peu le champ des possibles est ouvert, tout est possible. C'était l'âge aussi, 20 ans, Oui, tout c'est est vrai que ouvert. tout est possible. Je pense qu'à ce moment-là, je disais, mais je sais pas comment, quand je serai grande, qu'est-ce qui va se passer. Ouais, j'étais avec les yeux comme ça, grands ouverts sur le monde et en soif d'expérience. Et tu as choisi justement, tu disais quand je serai grande, tu as choisi une carrière d'ingénieur, une formation Oui. d'ingénieur. C'était quoi pour toi ce choix? Qu'est-ce qu'il représentait? Et c'était quoi ta vision? Qu'est-ce que tu Ouais. avais envie justement de faire quand tu serais plus grande? Oui. Ben, je pense que ce que je savais, c'est que j'aimais bien les maths, la physique, et que j'étais bonne dans ça. Parce que c'est un peu ce qui a rythmé toute mon enfance, hein. J'étais un enfant sage, qui était bonne à l'école, et que dedans, il y avait comme une sorte de possible liberté, autonomie. Donc ça représentait Mhm. la carrière sûre. Et en plus, c'était des choses que j'aimais bien. Je ne savais pas quel métier exactement j'allais faire, mais je savais que c'était dans les sciences. Et donc j'aimais ça et j'avais les capacités de le faire. Donc à ce moment-là, c'était étudier et après travailler dans ce que j'aime. Voilà. Est-ce qu'il y avait
des attentes peut-être de la famille, d'avoir un job sérieux, entre guillemets, d'avoir une carrière comme ça bien établie? T'avais un peu la pression ou c'était Si, totalement si. ton choix? Alors, il s'avère que, déjà quand j'étais petite, j'avais la pression pour être la meilleure, entre guillemets. C'était vraiment, il fallait être la première, et comme ça, j'avais la paix. Et d'une certaine manière, vu que j'étais bonne à l'école, il y avait beaucoup de projections de ma famille ou les gens qui m'entouraient de je suis bonne à l'école, j'aurai forcément un bon job plus tard, donc je ne pouvais pas ne pas réussir ça. Donc il y avait comme de la fierté, mais qui met de la pression. Mais en même temps, c'était là, donc c'était aussi une façon de les rendre fiers, de réussir dans la vie, selon les critères du moment, quoi. C'est ça, c'est que tu suivais les critères déjà Oui, c'est ça, pré-tracés. déjà, j'étais une femme, j'ai fait des études scientifiques, enfin, où généralement, il n'y avait pas beaucoup de femmes, et j'allais avoir un poste de cadre qui était le max de la réussite à ce moment-là. Et donc, tu as travaillé comme ingénieur combien de temps? Je dirais 4-5 ans. 4-5 ans? Oui. Et qu'est-ce qui a déclenché un changement, une envie de changement? C'est qu'une fois que je suis arrivée et que dans ce travail et que j'ai compris mon métier, les métiers de mes collègues, de mon N+1, N+2, j'étais confrontée vite à l'idée que ça sera très limité en termes d'évolution. En tout cas, évolution de moi, de mon intellect. Et qu'on me demandait de rester à ma place, de faire ce qu'on me demandait de faire. Et je pense que j'ai pas accepté ça. Et plus je luttais, plus je voyais que ça allait être vraiment ça pendant les 20 prochaines années. Et plus j'avançais, plus je voyais que je faisais moins de technique, je faisais du management de personnes, mais c'était pas selon mes principes et mes valeurs. Tout ça combiné, d'un coup, je me suis dit, waouh, tous les efforts que j'ai faits, parce que j'ai étudié quand même fort, et je travaillais aussi dur pour payer mes études. Et je pensais en arrivant à ce travail que ça y est, c'est la paix. Et en fait, réaliser que non, c'est que le début de toute une longue vie de choix différents peut-être. Mais ouais, il m'a fallu un petit peu de temps de faire le deuil que ça ne sera plus ça. Et de se demander qu'est-ce que je peux faire d'autre. Parce que bon, j'ai été programmée pour ça. J'ai tout fait pour ça. Donc quand il faut envisager autre chose, sachant que la seule compétence que j'avais, c'est que j'étais bonne à étudier. Donc quand on enlève ça, qu'est-ce qui reste? Et donc tu dis, tu as fait le deuil, tu es passé par quelles étapes pour découvrir ou créer ce que tu avais envie, toi, de faire, pour trouver ta voie? Ou une autre voie, pas forcément la seule. En fait, ce qui s'est passé clairement, c'est que je pense que mon corps m'envoyait des signaux forts que ce n'était plus aligné avec mes valeurs. Mais moi, je voulais encore y croire. Et la pression était tellement forte que je commençais à faire des petits burn-out, des grands burn-out. Et jusqu'à un moment, j'ai vu que c'était pas possible de continuer. Ça vraiment, c'était physique. C'est mon corps, mon esprit a dit stop. Et avec cette difficulté, c'était la plus grosse quand même, je dirais, comme ça, avec ce soi. J'avais pas le choix que de recommencer tout de zéro, de revenir à comment je peux savoir ce que je peux aimer d'autres. Donc j'ai fait du coaching, je me suis intéressée au théâtre d'impro. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a sorti de la tête, ça m'a donné de nouvelles compétences. Je me suis vue autrement. J'aurais jamais imaginé quand j'étais timide, moi, quand j'étais petite, et longtemps, pouvoir aller sur scène, créer des choses. Voilà. Ça a déjà un peu déverrouillé. Et je pars toujours les questions, c'est mon esprit part. Par quelles étapes tu es passée pour sortir de cette carrière toute tracée, presque prédéterminée, et tracer ta propre voie? Il fallait tout casser, ressavoir comment on peut savoir, à la question comment on peut savoir ce qu'on veut d'autre quand la vie est tracée. Je me suis renseignée avec tous les gens qui ont fait un changement de carrière
ben, c'était soit 2, 3 cases qui ne me parlaient pas. Donc en fait, j'ai pris le risque de lâcher prise et d'apprendre à comment lâcher prise, me connecter à maintenant, ok, comment je peux savoir qu'est-ce qui me plaît? Ben, c'est quelque chose qui se ressent dans le corps. Et depuis ce moment-là, je le suivais. Je ne savais pas où aller. Mais j'étais prête à tout abandonner. De toute façon, tout était à faire. Et quel a été... Donc, tu as découvert le monde du sexpo. Oui. Comment c'est arrivé et comment tu en es venu à décider que c'était dans ça que tu avais envie d'avancer? Mon moi du passé, lui, il s'est pas dit, il n'aurait jamais imaginé qu'aujourd'hui, ça serait dans le Sexpo. Dans Sexpo, c'est parce que je connaissais une personne qui m'avait... En fait, il y avait des questionnements en lien avec le consentement, des choses que je vivais dans ma vie. Et un jour, elle m'a dit, tu sais, il y a des espaces où les gens parlent ça, ils sont à l'aise avec ça. Et elle a posé les mots. Enfin, le mot consentement vraiment m'avait parlé. Et au début, j'y allais en touriste, voir un peu comment ça se passe. Ce qui m'intriguait, c'est qu'est-ce qui faisait que les gens arrivaient dans des espaces comme ça. Donc, je parlais avec beaucoup de gens. Mais au début, c'était vraiment une activité qui me changeait du quotidien, que je faisais peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, voilà. Et en parallèle, il y avait l'impro. C'est pareil, c'était une activité qui me changeait complètement du quotidien. Ça faisait des amis, de nouvelles connaissances. Et quand il y a eu le burn-out, la sortie de burn-out, le confinement, je pense le confinement, là, en fait, c'était le chaos partout. Et donc, tout était possible à tester. Et là, je me suis dit, en vrai, j'ai rien à perdre. Je teste. Et à un moment, c'était de quoi avaient plus besoin les gens à ce moment-là. C'était le contact humain. Moi, je me rappelle, j'allais acheter mes clopes. Pendant le premier confinement, j'étais confinée seule. Les seules personnes, j'étais contente de la voir, c'était la personne qui vendait le tabac, au tabac, parce que ça faisait une personne que je voyais régulièrement. Et moi, je sais que personnellement, ça m'a manqué juste un regard bienveillant, de la connexion authentique. Et du coup, dans les choix des choses qui pouvaient me plaire, c'était créer des espaces de connexion. D'accord. Ce confinement, il a créé des choses incroyables. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est pour toi le Sexpo et ce que ça représente le consentement? Oui. Alors, il y a forcément une explication sur Wikipédia qui est très bien faite. Moi, je vais essayer plutôt de donner selon ma vision des choses. Pour moi, le Sexpo, c'est des espaces, en tout cas la sexualité est vue de façon positive, donc sexe positif. On peut parler sexualité, on parle de santé sexuelle. Le consentement sexuel est central dedans, en tout cas au sens des limites, savoir poser des limites, savoir recueillir des limites, et de la même façon les désirs. Réapprendre, déconstruire des schémas en lien avec soit l'absence de désir ou l'oppression de désir, donc l'exprimer, le vivre. Et il peut y avoir des expériences différentes selon le niveau d'implication des gens. Je dirais qu'au fond, c'est plutôt une façon de vivre, une façon de voir les choses. Ça prend la forme de soirée ou de réunion de personnes. Mais au fond, pour moi, ce qui me plaît, c'était vraiment une philosophie de vie. Et le consentement, que ça soit sexuel, mais au-delà, parce que la sexualité, c'est une porte ou un point dans lequel on peut débloquer des choses. C'est vraiment la question de comment je peux me sentir et en sécurité et libre. C'est ça, la quête pour moi. C'est comment il est possible d'avoir les deux. Parce que trop de sécurité, ça veut dire que je ne suis plus libre, j'ai peur de tout. Je suis libre à l'absolu, donc je me mets en danger. Mais comment je peux être et libre et en sécurité? Et pour moi, c'est là où il y a le consentement et la sexualité, vu que ça amène beaucoup de sujets d'interdits. Pouvoir débloquer ce point-là, bah, ça rajoute encore plus d'espace et peut-être de bonheur.
Du bien-être, de l'émancipation. Oui, clairement. Et je dirais surtout pour les personnes aussi sexisées, enfin femmes en tout cas racisées, pour moi c'était pas gagné. Du coup, le- si je suis libre sexuellement, c'est que j'ai vraiment traversé beaucoup d'étapes. Parce que culturellement, il y avait encore plus de tabous, tu penses? Oui. Ouais. Je pense qu'il y avait la culture, il y avait la religion, et il suffit pas de dire juste je me libère de tout cela pour que ça soit possible. C'est qu'il y a à l'intérieur tous les juges intérieurs, tout le plus gros combat, c'était le monde intérieur. Pour moi, c'était à chaque fois, c'était déverrouiller une étape pour arriver à une nouvelle. Et je pense que ça m'a pris vraiment une bonne dizaine d'années pour juste éprouver du plaisir sans culpabiliser. Il y a un truc comme ça. Et sans forcément aller dans n'importe quoi. Enfin, je voulais qu'il y ait de l'intégrité et mon rythme, quelque chose de plus... Le mot, il n'arrive pas. Je voulais pas de la liberté à tout prix. Je voulais le prix qui m'allait moi, en fait. Est-ce que le consentement, c'est pas apprendre à s'écouter avant tout? C'est apprendre à s'écouter, clairement. Enfin, en tout cas, il y a l'écoute. C'est une compétence d'écoute, de soi, de l'autre, et du groupe et de l'espace. Et c'est de l'écoute par les mots, mais c'est aussi par le somatique, corps, émotion. En fait, c'est un ensemble d'informations qui arrivent. Et plus on affine l'accès à cette info, plus on est peut-être plus proche de ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Et donc mieux on peut exprimer Oui. à la fois ses envies et ses limites. C'est ça. Et aussi apprécier, ressentir. Il y a un truc dans le ressentir. Parce que du coup on s'autorise. Oui. Okay. Voilà, il y a un truc comme ça. Et c'est une danse. Et donc en 2020-2021, tu crées Love Experience, qui sont des espaces de pratique de ces concepts-là. C'est ça. À cet endroit-là, je voulais utiliser ce que j'ai vu comme dans les cours de théâtre. Ça reste comme une session d'apprentissage, d'entraînement, d'impro. C'est-à-dire qu'en gros, l'impro, c'est quoi? Si je lâche la tête et je laisse les envies et je me fais confiance que ce que je propose, ce que je vis, ça a du sens. Ça, jumelé à la question du consentement, sur un fond quand même de coaching, de comprendre quand même comment ça se passe pour les humains et les humaines, ça permet... Au début, c'était juste des petites expériences toutes simples, et à chaque fois, changer un paramètre. Et à un moment, c'est devenu Love Experience. Mais au début, c'était finalement juste des soirées simples, connexion, quel serait le cadre minimum pour que la sécurité soit OK, mais pas de trop non plus, pour que ça soit quand même assez réaliste, ça ressemble à la vraie vie. Et des espaces où la liberté prend toute sa place tranquillement. Et je pense qu'au début, j'avais besoin de tester ça, de voir si ça me plaisait. Est-ce que finalement, une fois que c'est proposé aux gens, ça ressemble à toujours ce que je m'imaginais? Parce que des fois, entre la théorie et la pratique, il peut se passer plein de choses. Tester plusieurs fois pour voir si c'est pas par hasard. Et à un moment, ça commence à prendre forme. Une soirée, 2 soirées. Tiens, il peut y avoir un parcours. Comment on parle aux gens? À qui s'adresse-t-il? Est-ce que c'est toujours les mêmes, nos amis? Ou est-ce qu'on veut l'ouvrir à plus large public? Pour moi, c'est important que ça soit à large public. De réfléchir à comment éduquer des gens pour que ces soirées puissent se passer au mieux. Et à un moment, je me suis dit oui, c'est ça. Ça y est, je commence à tenir le truc. Et j'ai perdu ma question. Explique-nous un petit peu à quoi ça ressemble la soirée, l'atelier de consentement, par exemple, la première soirée en gros, que tu proposes. Il y a globalement 20 à 40 inconnus qui arrivent dans un espace qui est donc décoré avec quelques lumières pour que ça soit un peu plus apaisant.
Ils arrivent, on commence par un cercle d'ouverture, donc les gens se présentent, ils disent comment ils se sentent. Et après, ça fait plein de petits exercices qui peuvent être marcher dans l'espace, regarder dans les yeux, respirer, pour accéder le plus possible à l'outil qui est le corps, donc le corps et les émotions. Et on fait évoluer la soirée progressivement jusqu'à ce que le groupe se sente OK d'interagir ensemble. Et à ce moment-là, il peut y avoir différents degrés d'implication. La soirée de consentement, c'est libérer la créativité naïf et revenir à la base de quoi j'ai envie, quand je veux pas, mais en fait comme les enfants, je joue. Quand ça me plaît plus, ben, je change d'endroit. Je suis pas à me dire pourquoi, est-ce qu'ils vont m'aimer ou pas. Enfin voilà, c'est revenir à des réflexes de base et retrouver la joie de jouer comme la cour de récré. Voilà. Et il y en a pour qui ça va être très facile ce genre de soirée, il y en a pour qui ça va réveiller peut-être quelques blessures par-ci par-là. Et ça permet au moins d'avoir des datas pour chaque personne pour qu'elle puisse amener ça dans sa vie tous les jours. Voilà. Donc, en gros, je dirais que c'est un jeu collectif, une impro collective préparée pour après que les gens puissent vraiment jouer au consentement. Jouer au consentement, Oui. ouais. Et tu dis, des fois, ça peut réveiller des choses moins rigolotes pour les participants. Qu'est-ce que tu mets en place pour que les gens soient soutenus ou pour qu'ils puissent faire face à ça sans repartir dans le vrai monde Ben, je dirais que déjà, comment les expériences sont conçues, elles font pas des gros gaps. Déjà, ça reste progressif. Ouais. Donc, comme ça, si ça brûle un peu, on peut revenir en arrière, que ça soit pas un gros gap. Déjà, ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est qu'il y a dans l'espace, il y a des personnes qui sont là en posture neutre et qui peuvent prendre soin, faire du soutien émotionnel. Et globalement, ça restera quand même des espaces qui peuvent déclencher soit des petites émotions, soit des grandes émotions, mais ça peut être aussi des traumas. Et nous, on essaye au maximum de réduire cet impact-là. Voilà. Mais c'est possible. Le réduire, mais pas le faire disparaître. Non, ça, on ne peut pas. Parce que déjà, c'est l'expérience humaine. Le sujet, c'est le consentement. Là où il y a eu probablement beaucoup de choses ratées dans le passé. Donc, des fois, quand ça arrive aux gens, c'est peut-être qu'ils auront aujourd'hui l'espace de prendre soin de ça. Et surtout, nous, on dit que s'il y a quelque chose qui a été touché, il ne faut pas en continuer à faire d'autres. Plutôt aller voir je sais pas, son thérapeute, son coach, être entouré par sa famille, ses proches, prendre soin, quoi. D'accord. Il y a certaines des expériences ou des ateliers que tu proposes permettent la sexualité, mais c'est pas ça l'objectif. Non, ça n'a jamais été ça l'objectif. Je trouve que dans le jeu, se dire, il y a un jeu collectif, chacun ou chacune peut faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de limite. Et même la sexualité est possible. On parle tous le même langage, c'est-à-dire qu'on a appris avec le temps comment exprimer les limites, les désirs. Et tu es libre, tu es grand. Tu apprends à vivre ce que tu veux. Donc ça, c'est l'expérience maximale. Mais on fait des étapes, ou d'autres, où clairement, je pense 3/4 des expériences sont en jeu de sexualité. Parce que des fois, c'est important de décorréler la sexualité de la tendresse au début, c'est-à-dire enlever ces espaces-là, revenir à quand il n'y a pas tout ça, réapprendre à finalement reconnecter autrement. Et plus tard, quand il y a des enjeux de sexualité, il y a des personnes qui ça les intéresse et peuvent aller dedans, d'autres qui adorent être dans des espaces où il y a ça, d'autres qui sont pas intéressés par ça. Et pour moi, c'est l'expérience optimale. Tu peux dormir, tu peux méditer, tu peux danser, tu peux jouer à taper avec des coussins, tu peux griffer, tu peux tirer les cheveux, tu peux juste sentir de nouvelles sensations, tu peux faire de la sexualité. Ou tu peux ne pas en faire et c'est justement là la liberté. C'est ça, exact. Et surtout, tu peux ne pas. Et par contre, clairement, ça j'y tiens.
Et je pense que j'avais vu dans des espaces, on dit que on est libre, mais il y a comme une attente de tu es là, si on est censé avoir de la sexualité, qu'est-ce que tu fais là si tu fais pas de sexualité? Et à Love Experience, en tout cas, moi j'y tiens, et c'est vrai, tu peux faire toutes les expériences sans faire cette sexualité si t'as pas envie. Et personne va dire, mais comment ça se fait? Tu viens et tu fais rien. Non, c'est pas ça. Tu viens et tu fais ce que tu veux. Justement, il y a de la place pour tout le monde. Tu fais ce que tu veux, tu fais pas ce que tu veux pas. C'est ça. Il n'y a pas de question. Exact. Et l'idée, c'est de s'exercer de plus en plus. Et en plus, il s'avère dedans que tu peux te faire du bien, des massages, des câlins. Donc, il peut y avoir quand même quelque chose qui est ressource. Et ça, c'est important pour moi. Et j'aspire à ce que ça soit un peu le monde dans lequel on vit, où ça soit ça qui est possible. Tu peux même être habillé sexy et tu dois rien à personne. Tu peux être nu, tu dois rien à personne. Enfin, je pense qu'il y a un truc comme ça. Et en même temps, si tu as envie, tout est possible. Et tu as la possibilité de décider de comment tu veux le vivre. Ça... À quel moment tu t'es dit, ça marche, je peux consacrer ma vie professionnelle à répandre le consentement, la culture sexpo? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, ouais, ça va marcher? Je pense que de ce que j'en avais appris dans cette déconstruction de mon métier d'avant et le maintenant, c'est que, en fait, il fallait que moi que ça me botte. Ça me botte. Le jour où je me suis dit, ok, ça, je me verrais bien me lever le matin pour ça. Ça fait sens. J'ai de la joie à proposer ça. Donc ça marche. C'est plus à l'endroit de, est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est un truc qui me fait kiffer? Est-ce que je vois que vraiment ça fait ce que j'ai imaginé que ça allait faire? Et déjà, je pense que ça commençait par moi. Moi, je me suis dit, ok, ça a du sens. C'est plausible. C'est un peu bizarre au début parce que je pense... Bon, maintenant, il y a un peu plus de gens qui font des choses. Je pense qu'au début, même mes potes, personne ne pensait que... Genre, on fait pas ça comme activité professionnelle. C'est soit associatif, soit c'est privé. Mais juste imaginer que ça peut marcher, ça peut toucher large public, et ça peut encore et encore, et ça va devenir une activité presque banale de venir à des ateliers de consentement. Je pense que ça commençait quand moi je commence à sentir des émotions. Je pense que c'est une sorte de vision aussi, de se dire ça attire qui, clairement, et dans le temps, comment ça marche. Et je pense que vraiment le monde a besoin de ça. Est-ce que tu as eu des moments de doute ou de peur? C'était quoi ta plus grande peur? Tout le projet, c'est que des doutes et des peurs. Ah oui. À chaque fois qu'il y a une nouvelle étape, j'ai l'impression de revenir à la base, comme au jour zéro, à me dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Je me suis pas légitime. Tout ça, ça n'a pas de sens. Ça va pas marcher. C'est fou. Et plus il y avait une étape importante, plus cette peur, elle était énorme. Et une fois qu'elle est dépassée, dire rebelote, ok, ça avance, et tac, ça revient, c'est ces clics. Et comment tu la dépasses quand cette peur, elle arrive? En vrai, c'est dur. Ouais. C'est très dur. En fait, ça passe par vraiment un moment, c'est de la souffrance. C'est clairement de la souffrance. Mais il y a quelque chose de plus grand qui dit qu'il faut la dépasser. Enfin, et maintenant, je sais qu'à chaque fois, c'est ça. Mais la première fois, ça paraît impossible de tout arrêter, de se mettre sous une couette et se cacher. Mais il y a quand même un truc vivant qui dit il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Une fois que c'est dépassé, c'est la joie, c'est le bonheur, et ça recommence. Et là, ça fait quoi, genre 4 ans, et ça recommence. Je suis encore en train de re-questionner en continu. Est-ce que ça fait sens pour moi, pour les autres? Pourquoi? Et c'est toujours un moment difficile. Ça va jamais s'arrêter. C'est ça que j'ai compris maintenant. Ça fait partie du processus. Ouais. Du processus de créativité. Ouais. T'as une idée, ouais. Ensuite t'as peur,
t'as peur. Et ensuite, tu y vas quand même. Et plus c'est bon, plus t'as peur. Hmm. Plus plus ça s'approche de ce que c'est, plus la peur est intense, quoi. Donc la peur devient presque un baromètre de... Ouais. Si tu as vraiment très très peur, c'est que tu tiens quelque chose. C'est ça. C'est ça. En tout cas, c'est quelque chose qui fait sens. Toi, te tient à cœur. Ouais. Ouais. Et en suivant ce qui me tient à cœur, il y a des chances que ça résonne. Si tu devais résumer la mission, vraiment la mission de Love Experience, qu'est-ce que ce serait? C'est... C'est démocratiser des espaces de liberté et la compétence de la liberté, mais qui prend la forme du consentement. Mhm. Il y a un truc de liberté et de sécurité. C'est trouver l'équilibre entre la sécurité. Au début, elle est de l'extérieur, mais elle devient intérieure. Enfin, vraiment se sentir en sécurité et se sentir aussi libre. Donc les deux, c'est vivant. C'est se sentir vivant, en capacité de créer des situations, créer des projets. Et donc cette compétence, la démocratiser à large public. C'est un peu une école du consentement, une école de... C'est disséminer la culture du consentement. Oui. Par opposition à la culture du viol. Ça devient une solution. En fait. Oui. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu vois pour l'avenir de Love Experience? Déjà que ça soit présent, pas qu'à Paris, mais à d'autres villes. Que ça puisse toucher l'intergénérationnel. Et que ça sorte du cadre du privé, ça veut dire que ça puisse aussi toucher les institutions. Que ça puisse être présent dans les groupes de travail, les institutions. Et que ça puisse toucher de l'enfant, l'ado, l'adulte, à la personne âgée. Et que ça sorte même de la France et ça aille plus loin, quoi. En tout cas, que ça devienne une sorte d'art de vivre, mais accessible et utile aujourd'hui. Pour qu'un jour ça devienne obsolète et qu'on se dise il y avait besoin de faire des ateliers pour ça. Là, ça veut dire que ça marche. Je pense que ça serait ça l'indicateur. Alors j'ai envie de dire qu'on est loin de ça et pas si loin de ça. Enfin, c'est ça comment que je le vois. Ça peut... Tu vois un progrès? Oui. Ouais. Ouais. Déjà, je pense qu'avant, il y a des gens qui ne venaient pas à ce genre de soirée parce que, ne se cachant pas, ça peut être un peu bizarre. Tu te dis, mais c'est quoi ces soirées? Les gens font... C'est difficile à expliquer toujours, mais à vivre. Et maintenant, en fait, les gens peuvent venir entre amis, entre collègues, ramener leurs frères et sœurs. Parce qu'ils se disent juste, j'ai vécu un truc qui était bon pour moi et j'aimerais les gens que j'aime qui vivent ça. Et il y a beaucoup de bouche à oreille, de gens qui recommandent à d'autres gens. Oui, c'est une grosse de plus en partie plus. de Et ça ton me audience. touche beaucoup. Oui, c'est chouette. C'est chouette. Avec tout ce chemin que tu as parcouru, qu'est-ce que tu as appris si tu devais retirer une leçon sur toi-même? Oh. J'ai appris que j'étais très dure, enfin je reste dure avec moi-même et avec le monde. Et que j'apprends de plus en plus à être plus gentille avec moi. En fait, c'est... plus je lâche, plus il y a des choses bonnes pour moi. Et je ne sais pas comment l'expliquer, c'est ça ce qui vient. Mais il y a un truc de... Ça sera toujours difficile d'une certaine manière de croire en soi et de se sentir bien. Mais par contre, de plus en plus, je goûte à ce sentiment. Et c'est juste une sensation que je cultive de plus en plus. Et ça passe par être moins dur. Si tu pouvais parler à la Zora de 20 ans qui débarque en France, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais, accroche-toi parce que t'as même pas idée où tu vas arriver, quoi. Parce que je pense qu'il y a eu tellement de choses. Je savais à ce moment-là que ça allait être... la vie est un grand parc d'attractions.
Mais je savais pas que c'est moi qui allais créer le parc d'attractions. Et que j'allais le designer et que je pourrais même en créer plusieurs. Tu crois que tu avais déjà une âme d'entrepreneur à l'époque? Oui, mais elle n'était pas... Elle n'avait pas sa place. Je pense que je croyais plus aux grandes institutions et réussir dans ce qui est approuvé déjà. Ouais, un truc comme ça. Comme une sorte de validation plus. Comment tu penses que tu as réussi à t'autoriser? C'est une vraie question. Est-ce que c'est parce que il y avait cette période de burn-out où tu n'avais plus le choix? Ou tu as perdu la foi dans les institutions? Je pense que j'avais perdu la foi. C'est vrai. Je pense que j'ai vu à un moment, je me suis dit, je vois pas comment m'en sortir. Et que j'ai fait le choix de plonger dedans. De vraiment d'aller voir. Pour moi, il y avait un truc impossible. J'ai pas compris comment ça buguait mon système et que tout ça. Et du coup, ce qui m'a aidé, c'est de descendre dans ce qui est plus profond, dans moi, dans l'humanité, et de faire le tri dedans. Mais du coup, ça brûle aussi. C'est pas facile. C'était aussi d'être... J'ai pas eu peur. J'ai joué avec beaucoup de jeux. Et je pense dans cet endroit-là, c'est ça qui m'aide à dépasser. À chaque fois que j'ai eu peur, j'ai dépassé ça. Et récemment, je suis allée en Algérie. J'ai passé une semaine et je me suis dit, mais waouh, le nombre d'étapes que j'ai dépassées, c'est genre juste, peut-être même trop. Enfin, dans aucun, j'ai dépassé de 3-4 générations. Trop pourquoi? Trop par rapport au point initial. Je pense que je me suis vraiment éloignée, mais même transmutée. J'ai l'impression qu'il y a déjà 3-4 générations qui sont passées par moi. Et donc tu veux dire que c'est difficile de te reconnecter au point de départ? C'est vrai. Et pourtant, je pense que je suis qui je suis parce que je suis repartie de là. Enfin, je suis persuadée que ces Zora d'aujourd'hui qui étaient née en Algérie, parce que je serais Zora qui était en France, je pense qu'en France il y a de tout, mais il y a quand même beaucoup de choses normées. Ouais. Je pense que le chaos de là-bas, il m'a aidée. Parce que, il n'y a pas de limite à un endroit. Ça nourrit ta quête de liberté. Ouais. Et ta créativité, qu'est-ce qui la nourrit? Est-ce que tu as des bouquins, des podcasts, des films, des sources d'inspiration? Qu'est-ce qui te... Moi, mon processus de créativité, il est plus, je coupe avec le monde et je plonge dans mon monde intérieur. Il y a quelque chose comme ça. Mais du coup, j'ai besoin... la méditation, oui. Et juste laisser mon cerveau partir en couille. Je ne sais pas comment on appelle ce processus de créativité. Et en fait, c'est vrai, j'ai besoin beaucoup de couper et de rester 2-3 jours, plusieurs jours, à laisser vraiment les pensées aller dans le sens qu'ils veulent, sans tri, sans jugement. Tout part dans plein de sens. Laisser reposer et après, j'y vais, je repioche dedans. Du coup, c'est bizarre, je ne m'inspire pas forcément de personnes ou de choses. Par contre, je vis beaucoup d'expériences et j'ai un bon sens de l'observation, de l'analyse, qui fait qu'en vivant plein de choses et en intégrant seule dans ma grotte, il se passe comme ça, je ne sais pas. D'un coup, je me dis, c'est une évidence, c'est ça, et c'est ça la direction, c'est ça le truc. Quelle place il reste à ton esprit d'ingénieur qui a été formé, peut-être même formaté dans une certaine mesure? Comment ça se marie, ces deux aspects de ta personnalité? Je dirais qu'aujourd'hui, dans Love Experience, il y a la conception des expériences, la compréhension continue. Pour moi, ça reste de modéliser des expériences, des ressentis. L'humain, c'est quand même un système complexe. Les situations. Donc, à cet endroit-là, c'est en continu. J'utilise quand même ce processus-là, en tout cas de conception, de modélisation.
de résolution des problématiques, de trouver de nouvelles solutions. Et il a l'autre partie qui est l'impro, l'art vivant, le beau, l'étiré. Et donc j'ai l'impression qu'à Love Experience, je trouve les deux trucs que j'ai croisés dans ma vie. Un peu Zora ingénieur, Zora artiste, Zora enfant en fait, qui joue avec les autres et qui crée des jeux pour les autres. Si les gens veulent te suivre, te contacter, en apprendre plus sur Love Experience, on les dirige où? On a un site Love Experience, on a des pages Instagram et Facebook Love Experience. Je mettrai les liens ouais, super. en dessous de la vidéo, dans la description. Et ce qui aussi pour... là, ce qui me vient à l'esprit, ce qui fait que j'aime ce que je fais, c'est que j'ai accepté que ça ne soit pas parfait. Et que justement, ça n'a pas vocation à ce que ça soit parfait. Du coup, c'est un processus en continu. Le projet grandit et je grandis avec. Et je passe toujours par plein d'étapes. Et c'est le meilleur développement personnel, c'est porter des projets. Il y a un truc, ça met devant ses absurdités, devant ses difficultés, mais aussi ses grandes forces. Et dedans, il y a quand même de la drogue, quoi. Mais d'entreprendre, de oser, de créer. Il y a quelque chose d'addictif oui. au processus de création. Oui. Et de se dire, comment ça peut marcher, et ça marche. Et de toujours le voir que ça marche, te dis, ok, c'est le bon processus, je continue. Et ça, c'est comme un fou. Est-ce que tu peux imaginer aujourd'hui repartir travailler dans une entreprise? Ou est-ce que tu es mordu à l'entrepreneuriat Je pense que c'est important pour moi l'entrepreneuriat, parce que c'était quand même une nouvelle phase de ma vie, c'est de croire qu'on peut monter des projets et que ça marche. C'est quand même assez récent dans mon histoire de personne. Des fois, ça me manque, mais je pense que la technique, mais ça me manque pas d'être, je dirais, salariée. Je sais pas si je pourrais redevenir salariée. Et en même temps, vu qu'il faut de l'alternance dans les expériences, peut-être à des moments, je pourrais revenir. Tout est possible. Je pense que si ça m'aiderait à être plus créative, pourquoi pas. D'accord, c'est pas fermé. C'est pas fermé dans le sens où je m'écoute en continu. Dernière question. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La simplicité. Ouais. Être paisible dans la simplicité. L'apaisement, ouais. La simplicité. C'est ça. Ok. Merci beaucoup Zora d'avoir passé ce temps avec nous aujourd'hui. Merci Stéphanie.